En Athènes se dressait autrefois inattaquable, mais sous la fierté de marbre de la ville, une tension silencieuse couvait. Le peuple avait placé son destin dans la vision d'un seul homme, Périclès. Sa stratégie était audacieuse, voire imprudente pour certains, un plan de repli derrière les murs de la ville et de reliance sur sa marine, plutôt que d'affronter l'ennemi de front. Il l'appelait la voie la plus sûre. Ses détracteurs la qualifiaient de folie. Et alors que les feux de la guerre se rapprochaient, personne ne savait encore que ce seul pari déciderait non seulement de la survie de la ville, mais de l'âme même de la démocratie. Alors, qu'aurait pu dire Périclès sur son lit de mort? Découvrons-le. Ville au bord du gouffre. Le plan de Périclès. Un pari risqué. Athènes était agitée. Des rapports parlaient d'armées spartiates massées au-delà de l'isthme, leurs alliés aiguisant leurs armes et attendant le signal pour marcher vers le nord. À l'intérieur des murs de la ville, l'air était lourd de malaise et d'incrédulité. Les Athéniens avaient bâti un empire grâce à des raids maritimes audacieux, à la diplomatie et à une confiance absolue. Pourtant, leur propre chef, Périclès, ordonnait maintenant quelque chose que beaucoup avaient du mal à accepter: la retraite. Périclès avait un plan clair. Au lieu d'affronter l'armée spartiate sur terre, il ordonna à chaque fermier, chaque villageois et chaque berger de la campagne attique d'abandonner leur maison et de se déplacer à l'intérieur de la ville. C'était une décision sans précédent. Des familles traînaient leur bétail et leurs possessions à travers d'étroites portes, remplissant les temples, les cours et même les espaces ouverts d'abris de fortune. L'idée, comme l'expliqua Périclès, était simple mais audacieuse: maintenir la population en vie, sécuriser la flotte et laisser la plus grande arme d'Athènes, sa marine, faire le travail. Périclès croyait que la force d'Athènes résidait dans la mer. Le port de la ville, au Pirée, était une bouée de sauvetage qui apportait de la nourriture, du bois d'œuvre et des marchandises de toute la mer Égée. Tant que la marine contrôlait les eaux, Athènes pouvait résister à n'importe quel siège. Pour rendre cela possible, Périclès avait investi massivement dans ce que les historiens appelleraient plus tard les longs murs, des fortifications de pierres massives qui reliaient Athènes à son port, à près de 8 km de distance. Ces murs transformaient la capitale et son port en une seule forteresse continue. Même si les forces spartiates prenaient d'assaut la campagne, elles ne pouvaient pas couper Athènes de la mer. Pour de nombreux Athéniens, cependant, le plan ressemblait à de la folie. Les Spartiates étaient connus pour leur discipline et leur férocité dans les batailles terrestres. L'idée de les laisser brûler des fermes, détruire des villages et ravager des terres ancestrales sans résistance était humiliante. Des témoins se sont souvenus de la colère montante alors que la fumée remplissait l'horizon. Des champs qui appartenaient à des familles depuis des générations ont été incendiés, des oliveraies rasées et du bétail abattu. À l'intérieur des murs, les citoyens se pressaient contre les remparts, regardant impuissants la campagne s'effacer. Périclès ne broncha pas. Il déclara à l'Assemblée que ce n'était pas une guerre à gagner par l'émotion ou la vengeance. C'était une guerre d'endurance. Selon des récits ultérieurs, il avertit que combattre Sparte sur terre serait catastrophique. Au lieu de cela, Athènes devait faire confiance au temps, aux ressources et à la mer. Tant que la ville restait derrière ses défenses, l'ennemi s'épuiserait à marcher à travers des champs vides, sans rien gagner de valeur. Ce raisonnement avait un avantage stratégique. L'empire d'Athènes s'étendait à travers les îles et les territoires côtiers de la mer Égée. Les tribus et les impôts de ses alliés finançaient de la marine et assuraient l'approvisionnement en céréales. Tant que les routes commerciales restaient ouvertes, Périclès pensait qu'Athènes pouvait survivre indéfiniment. Selon lui, la guerre se transformerait en un test d'endurance économique, qu'Athènes, avec sa richesse et ses navires, pourrait supporter bien plus longtemps que Sparte.
La phase initiale de la guerre suivit son scénario. Lorsque les Spartiates avancèrent en Attique, les Athéniens restèrent à l'intérieur de leurs murs. L'armée spartiate ne trouva que des fermes abandonnées et des villages vides. Ils brûlèrent tout ce qu'ils pouvaient, puis se retirèrent après quelques semaines, leur ligne d'approvisionnement s'étant étirée. À l'intérieur de la ville, Périclès appela à la patience et à l'unité. La flotte, quant à elle, riposta contre les villes côtières alliées à Sparte, pillant et perturbant les lignes commerciales. Mais la patience était difficile à maintenir avec des dizaines de milliers de citoyens déplacés, entassés à l'intérieur de la ville, les conditions de vie se détériorant rapidement. Les rapports décrivent des maisons surpeuplées, des pénuries d'eau potable et un mauvais assainissement. La ville, autrefois ordonnée, devint chaotique. Les tensions montèrent entre les citoyens et les réfugiés de la campagne. Les adversaires de Périclès l'accusèrent d'arrogance, affirmant qu'il avait piégé Athènes à l'intérieur de ses propres murs. Pourtant, il resta ferme, arguant que le plus grand danger était d'abandonner la stratégie pour la fierté. Même certains de ses alliés les plus proches commencèrent à remettre en question le coût du plan. Chaque été, lorsque les Spartiates revenaient brûler ce qui avait repoussé, les Athéniens revivaient le même cauchemar. La fumée remplissait le ciel, les récoltes étaient perdues et le moral s'effondrait. Mais Périclès insista sur le fait que cette souffrance était temporaire. L'ennemi, dit-il, pouvait détruire la terre, mais pas l'esprit de la ville. À l'Assemblée, sa voix portait. Ceux qui l'ont entendu décrivent qu'il ne parlait pas comme un général, mais comme un homme qui croyait qu'Athènes était destinée à survivre au-delà de toute guerre. Il rappela aux citoyens leur empire, leur réalisation, et la différence entre la discipline spartiate et l'innovation athénienne. Pour lui, le choix était clair, endurer. Et l'histoire se souviendrait d'Athènes comme de la ville qui a refusé d'être brisée. Cette conviction définit les premières années de la guerre du Péloponnèse. La ville se dressait fortifiée et inflexible, son peuple partagé entre la peur et la foi en son chef. C'est pourquoi ces derniers mots sont d'autant plus choquants aujourd'hui encore. Le discours qui a façonné une génération. L'hiver 431, avant Jacée, apporta le silence sur Athènes. La neige saupoudra l'acropole et le rythme cardiaque de la ville ralentit après des mois de peur et d'incertitude. Mais alors même que la fumée persistait encore des batailles à l'étranger, les préparatifs commencèrent pour l'une des traditions les plus anciennes et les plus solennelles de la ville, les funérailles publiques de ceux qui étaient tombés au cours de la première année de guerre. À Athènes, les morts n'étaient pas enterrés en silence. On se souvenait d'eux devant tout le corps civique avec une cérémonie et des mots destinés à donner un sens à leur sacrifice. La tâche de prononcer ce discours incomba à Périclès, l'homme qui avait conduit la ville dans le conflit. Selon Thucydide, qui enregistra plus tard le discours dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, il s'agissait d'un règlement de compte moral. Toute la population s'est rassemblée près du cimetière de Caraméo, juste à l'extérieur des murs de la ville. Une longue procession de cercueils de cyprès transportait les restes des morts, un pour chaque tribu et un cercueil vide pour les disparus, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. La cérémonie était sacrée, mais tous les yeux étaient fixés sur un seul homme. Lorsque Périclès s'avança, il ne portait ni armure ni robe royale. Des témoins ont dit que son attitude était calme, ses mouvements précis et sa voix stable. Il commença par louer les vivants, les citoyens d'Athènes eux-mêmes. Notre système, leur dit-il, s'appelle une démocratie parce que son administration n'est pas entre les mains de quelques-uns, mais de beaucoup. Thucydide conserve ces mots, bien que les historiens admettent que le phrasé exact peut refléter son interprétation. Pourtant, le sens était clair. La grandeur d'Athènes venait de son peuple. Périclès,
a peint le tableau d'une ville construite non seulement par des guerriers, mais aussi par des penseurs, des artistes et des citoyens ordinaires qui valorisaient la liberté au-dessus de la peur. Il leur rappela que la force d'Athènes venait de l'égalité devant la loi, du courage né du choix, et non de la contrainte. Des récits de l'époque disent que ces paroles ont transformé le deuil en fierté. Il parla de la façon dont les Athéniens aimaient la beauté sans extravagance, poursuivaient la connaissance sans faiblesse et affrontaient le danger avec l'assurance calme d'hommes libres. Le discours était une définition de l'identité. Périclès déclarait ce que signifiait être athénien. Des rapports disent que la foule était silencieuse, non pas de chagrin, mais de prise de conscience. À ce moment-là, ils ont compris qu'Athènes était plus que des murs et des navires. C'était une idée. Ce qui rendait ce discours différent des innombrables oraisons qui l'ont précédé, c'était son ton. Il n'y avait pas de vantardise, pas de faux réconfort. Périclès n'a pas promis la victoire ni nié le coût de la guerre. Au lieu de cela, il a lié le sacrifice au but. Il a dit que les hommes qui étaient morts avaient montré ce que signifiait le courage, non pas la loyauté aveugle, mais le dévouement au mode de vie de la ville. La terre entière est le tombeau des hommes célèbres, a-t-il déclaré. Selon Thucydide, cette ligne, plus tard citée à travers les générations, est devenue une sorte de boussole morale pour les Athéniens. Des érudits et des initiés ont soutenu plus tard que le discours marquait le sommet de la confiance d'Athènes. C'était à bien des égards la ville qui parlait à travers son chef. Chaque phrase renforçait le fait que la démocratie valait la peine d'être défendue, même à un coût insupportable. L'oraison a capturé l'esprit d'un peuple qui se considérait comme les gardiens de la liberté et de la culture. Elle est devenue la justification morale des épreuves qui allaient suivre. Mais sous l'inspiration, il y avait aussi une tension silencieuse. Le discours de Périclès ne mentionnait pas la pression imminente sur la ville, la population croissante ou la peur qui persistait sous la fierté. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la vision, la conviction que les valeurs d'Athènes étaient plus grandes que sa souffrance. Pour le public, c'était une promesse que leur douleur avait un sens. Pour les historiens, c'était le moment où Athènes a commencé à se définir en termes moraux, presque spirituels. Dans les mois qui ont suivi, des copies du discours ont circulé dans les écoles et les assemblées. Les jeunes hommes ont mémorisé ces lignes. Les enseignants l'ont utilisé pour enseigner aux enfants ce que signifiait servir la ville. Elle est devenue une écriture civique. Plus tard, les dirigeants la citeraient dans leurs propres discours, bien qu'aucun n'ait jamais égalé son poids. Même les envoyés étrangers qui l'ont entendu par l'intermédiaire de traducteurs ont écrit qu'Athènes avait trouvé un langage qui donnait à la démocratie un son éternel. Cette oraison est devenue l'encre du récit historique de Thucydide. Il l'a conservée intégralement dans le livre 2 de son œuvre, la qualifiant d'exemple de la façon dont les mots pouvaient refléter l'âme d'une ville. Que chaque phrase ait été prononcée exactement comme il l'a écrite reste incertain. Mais pour les Athéniens, le sens a perduré. Cela leur a rappelé que la grandeur de leur ville reposait sur la conviction. Le discours est devenu la mesure du leadership lui-même. Chaque homme d'État athénien qui a suivi a été jugé par rapport à ce moment, par rapport à la défiance calme de Périclès et à l'idéal qu'il projetait. Il avait transformé des funérailles publiques en une déclaration d'intention, encadrant non seulement sa génération, mais les générations à venir. Et longtemps après que les applaudissements se soient estompés, Athènes a continué à vivre sous l'ombre et l'inspiration de ce jour d'hiver où les mots ont défini le destin de la ville. Quand Athènes est tombée malade, la peste et la pression politique, à l'été 430, avant Jacée, Athènes a commencé à mourir. Ce qui est entré dans la ville cette année-là n'était pas une force d'invasion, mais quelque chose de bien plus terrifiant
et invisible. Selon Thucydide, la maladie a commencé soudainement au Pirée, le port par lequel tous les approvisionnements transitaient. En quelques jours, la maladie a grimpé le long des longs murs et s'est propagée dans les rues bondées. Au début, les gens ont pensé que les Spartiates avaient empoisonné les puits. Puis, alors que les corps commençaient à s'entasser, ils se sont rendus compte que quelque chose de bien pire était arrivé pour eux. Thucydide, qui était là et a lui-même survécu à la maladie, en a donné le compte-rendu le plus complet. Il a décrit une fièvre qui a commencé dans la tête, des yeux injectés de sang, une gorge brûlante, une toux violente et une soif insupportable. Les gens se sont déshabillés dans les rues à la recherche d'eau, gisant à côté des fontaines jusqu'à ce qu'ils meurent. La maladie n'a montré aucune pitié. Elle a attaqué les forts et les faibles, les soldats, les prêtres, les politiciens et les esclaves. Des rapports indiquent que dans certaines parties de la ville, il ne restait plus personne pour enterrer les morts. La source de la peste n'a jamais été confirmée. Certains écrivains ultérieurs ont suggéré qu'elle venait d'Égypte ou d'Éthiopie, tandis que d'autres pensaient qu'elle était arrivée par le biais d'expéditions de céréales importées. Quelle que soit son origine, ses effets ont été totaux. À l'intérieur des murs, des dizaines de milliers de réfugiés qui avaient fui. La campagne était entassée épaule contre épaule dans des abris de fortune. Il n'y avait pas d'espace, pas d'assainissement et pas d'échappatoire. En quelques semaines, Athènes, la ville la plus fière de Grèce, est devenue un cimetière à ciel ouvert. La description de Thucydide se lit comme un rapport médical et une nécrologie en même temps. Il a noté que les médecins ont été les premiers à décéder parce qu'ils ont été les premiers à s'exposer aux malades. Les temples se sont remplis de mourants et les rituels se sont complètement effondrés. Les coutumes habituelles pour les funérailles ont disparu. Les familles brûlaient les corps là où ils tombaient, désespérées d'éviter l'infection. La loi et l'ordre se sont effondrés. Certains croyaient que les dieux avaient abandonné la ville. D'autres ont cessé de croire complètement. Dans ce chaos, la colère publique s'est tournée vers Périclès, l'architecte de la stratégie de la ville. Les gens l'ont accusé d'avoir attiré la catastrophe sur eux. Sa décision d'entasser la population à l'intérieur des murs ressemblait maintenant à de la folie. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles les dieux punissaient Athènes pour son arrogance, pour son empire ou pour Périclès lui-même. Selon des récits ultérieurs, l'assemblée est devenue hostile, le ouan, et exigeant des changements. L'homme qui avait autrefois été intouchable était soudainement vulnérable. Périclès a été ébranlé. Il avait fondé son leadership sur la raison et la planification. Mais la peste était au-delà du calcul. Quand elle a frappé son foyer, elle a frappé avec la même cruauté qu'elle avait montrée à tout le monde. Sa sœur est morte. Ses fils Périclès et Xanthippe ont été perdus à cause de la maladie. Même ses conseillers les plus proches ont succombé. Le chef de la ville, autrefois à l'image du contrôle, a vu sa famille disparaître sous ses yeux. En public, Périclès a essayé de stabiliser l'État. Il a exhorté les citoyens à ne pas abandonner l'effort de guerre, disant que la peste était une épreuve, pas une défaite. Mais ses paroles sont tombées à plat. Le peuple voulait du soulagement, pas de la logique. Des registres suggèrent qu'il a finalement été déchu de son généralat et condamné à une amende. L'Assemblée, consumée par la peur et le chagrin, voulait un coupable. Pendant une brève période, l'homme qui avait guidé Athènes à travers la prospérité et le début de la guerre a été exilé politiquement à l'intérieur de sa propre ville. Mais la marée d'émotions a changé aussi vite qu'elle s'était levée. Sans Périclès, la ville a dérivé. Les dirigeants se sont querellés, les politiques se sont affrontés, et le sens de la direction a disparu. En quelques mois, les gens ont réalisé à quel point ils avaient été dépendants de sa constance.
Thucydide note qu'ils l'ont bientôt réélu à son commandement. Pourtant, à son retour, l'Athènes qu'il a trouvée n'était pas celle qu'il avait construite. La peste avait dépouillé sa fierté et son unité. Entre 430 et 426 avant GTC, l'épidémie est revenue à plusieurs reprises. Chaque épidémie a fait plus de victimes, aggravant le désespoir. Des quartiers entiers ont disparu, la nourriture s'est raréfiée, le moral s'est effondré et même les soldats ont refusé les ordres. Des rapports suggèrent qu'un quart de la population d'Athènes a péri, bien que le nombre exact ne sera jamais connu. Les gens ont cessé de craindre la loi parce qu'ils croyaient qu'ils étaient de toute façon condamnés. Certains ont amassé des richesses, d'autres les ont gaspillées dans une soudaine indulgence, convaincus que la fin était proche. Religion, devoir civique et honneur. Toutes les choses que Périclès avait célébrées dans ses discours publics semblaient disparaître du jour au lendemain. Des historiens ont écrit plus tard que la peste avait changé Athènes plus que n'importe quelle bataille ne l'aurait jamais fait. Elle a brisé la colonne vertébrale psychologique de la démocratie. Les mêmes citoyens qui se considéraient autrefois comme des défenseurs de la liberté étaient maintenant uniquement concentrés sur la survie. Le contrat social s'est effondré, et avec lui, la confiance qui avait uni la ville. Au moment où le pire de la peste est passé, Athènes était méconnaissable. Sa population avait été réduite de près de moitié, sa confiance brisée, les temples étaient toujours debout, les longs murs gardaient toujours le port, mais l'âme de la ville avait changé. La guerre avec Sparte allait continuer. Mais l'Athènes, qui y était confrontée, était affaiblie physiquement, politiquement et spirituellement. Et au centre de tout cela se trouvait un chef qui avait vu son propre peuple se retourner contre lui. Sa famille emportée par la maladie et son rêve d'une démocratie brillante, engloutie par un ennemi invisible qu'aucune stratégie ne pouvait vaincre. La fin tranquille et le soulagement choquant. La fin est venue tranquillement. Après des années de guerre, de chagrin et de maladie, Périclès n'était plus la figure qui commandait autrefois l'assemblée avec une certitude inébranlable. La ville avait survécu au pire de la peste, mais le bilan pour son chef était indéniable. Sa santé avait décliné, sa famille était partie, et même sa voix, autrefois forte et stable, s'était réduite à un murmure. Dans ces derniers jours, il s'est presque complètement retiré de la vie publique, passant son temps dans le silence et la réflexion. Des visiteurs allaient et venaient, des amis, des généraux et de jeunes politiciens qui lui devaient leur ascension. C'est lors d'une de ces visites, selon Plutarque, que le moment est venu qui a ensuite résonné à travers l'histoire. Alors que Périclès était allongé sur son lit, ses amis ont commencé à parler entre eux, énumérant ses réalisations. Les murs qu'il a construits, les victoires en mer, les monuments qui ont remodelé l'acropole et les années pendant lesquelles il a guidé la ville sans scandale ni défaite. Il croyait qu'il l'honorait. Il avait donné à Athènes son âge d'or. Il méritait sûrement de l'entendre. Mais Périclès, même au bord de la mort, les a interrompus, et les derniers mots avant sa mort ont choqué le monde. Les dernières heures de Périclès avant sa mort ont servi à montrer ses vraies couleurs. « Vous avez oublié, dit-il, la seule chose qui me donne plus de fierté que tout ce que vous avez mentionné, c'est qu'aucun Athénien n'a jamais été contraint de porter le deuil à cause de moi. Pour Périclès, la plus grande réussite n'était pas la victoire, mais la clémence. Il était fier non pas des murs ou du Parthénon, mais du fait que pendant toutes ces années de commandement, il n'avait jamais utilisé son pouvoir pour nuire à ses propres citoyens. Peut-être qu'ils nous ont menti, car les récits diffèrent légèrement dans le ton, mais tous s'accordent sur le fait que le sens était indéniable. Ces derniers mots n'étaient pas pour la sympathie ou la gloire, ils étaient pour Athènes elle-même. Il voulait que la ville se souvienne non pas de ce qu'il avait construit, mais de ce qu'il avait refusé de détruire. Lorsque la nouvelle de sa mort s'est répandue,
La ville a réagi avec choc. Même s'il était malade depuis des mois, peu croyaient qu'Athènes pouvait vraiment le perdre. Certains récits disent que des citoyens se sont tenus en silence devant sa maison. D'autres que l'Assemblée s'est ajournée pour la journée, incapable de poursuivre ses activités. Pour beaucoup, ces derniers mots étaient plus puissants que n'importe quel décret ou discours. Ils résumaient une vie vécue non pas pour le gain personnel, mais pour la stabilité de la ville qu'il aimait, le vide et l'héritage. Lorsque Périclès est mort, Athènes s'est retrouvée sans chef dans tous les sens du terme. L'homme qui avait maintenu la ville unie à travers la guerre, la maladie et les troubles politiques était parti. Et avec lui est parti l'équilibre qui avait maintenu Athènes disciplinée. Ceux qui avaient autrefois critiqué son approche prudente se sont maintenant précipités pour combler le vide. Chacun promettant une nouvelle direction, chacun prétendant comprendre ce qu'il aurait voulu. En réalité, aucun d'eux ne portait sa retenue, et la ville a rapidement commencé à dériver vers l'instabilité. L'Assemblée, libérée de sa main ferme, est devenue plus bruyante et plus divisée. Les débats se sont transformés en cris et la stratégie en impulsion. Les généraux qui ont succédé à Périclès manquaient d'unité et de prévoyance. L'un des plus fervents d'entre eux, Cléon, est issu de la classe marchande et a gagné le soutien en attaquant l'élite qui avait entouré Périclès. Ses discours étaient enflammés, émotionnels, et visaient la colère du peuple plutôt que sa raison. Il réclamait une action plus audacieuse, une confrontation directe avec Sparte et la punition des villes qui osaient remettre en question la domination athénienne. Cela marqua le début d'une nouvelle Athènes, moins guidée par la vision et plus par la réaction. Chaque décision importante était influencée par l'humeur de la foule. Sans Périclès pour ralentir les choses, le système démocratique qui reflétait autrefois la raison s'est transformé en quelque chose d'instable et d'imprévisible. Là où il avait choisi la patience, ses successeurs ont choisi la force. Dans les années qui ont suivi, la guerre s'est étendue au-delà de ses frontières d'origine. Athènes a commencé à agir comme un empire désespéré de conserver le contrôle. Lorsque la ville de Mytilène s'est révoltée, la discussion a été si intense que le navire transportant le premier décret a dû être poursuivi pour arrêter le massacre. Ce niveau de chaos et de contradiction est devenu la nouvelle norme. Pendant ce temps, la richesse de la ville, autrefois gérée avec soin par Périclès, a commencé à s'éroder. Les dépenses somptueuses consacrées aux campagnes militaires ont remplacé les projets civiques et l'art qui avaient défini l'âge d'or d'Athènes. La marine, autrefois la fierté de l'Empire, a souffert de la surexploitation et d'un mauvais leadership. Chaque défaite a divisé davantage la population, les factions se blâmant mutuellement. Certains voulaient la paix avec Sparte, d'autres exigeaient vengeance. L'unité qui avait rendu Athènes puissante sous Périclès s'était complètement dissoute. Mais alors que la fortune politique déclinait, sa réputation a commencé à s'élever. Les citoyens qui avaient autrefois crié contre lui parlaient maintenant de sa sagesse. Même ses adversaires ont admis que sous sa direction, Athènes avait maintenu l'ordre et l'honneur. Des historiens ont écrit plus tard que sa mort était la perte de la boussole morale d'Athènes. Il avait gouverné avec retenue, empêchant l'émotion de dicter la politique, et son absence a révélé à quel point la démocratie était réellement fragile sans cette discipline. Des décennies plus tard, les conséquences de ce vide sont devenues claires. La guerre du Péloponnèse s'est prolongée bien plus longtemps que quiconque ne l'avait prévu. Athènes a subi défaite après défaite, se terminant par une reddition totale à Sparte en 404 avant J.C. À ce moment-là, l'Empire avait disparu, sa flotte détruite et ses murs démolis. Ce qui avait été le centre du monde grec a été réduit à une cité-État humiliée. Beaucoup, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, ont pointé du doigt la mort de Périclès comme le tournant,
le moment où le leadership a cédé la place au chaos. Pourtant, son influence n'a pas disparu avec la guerre. Bien après la chute de l'Empire, ses politiques, ses mots et sa vision ont continué à façonner la façon dont les Athéniens se comprenaient eux-mêmes. Les bâtiments qu'il a commandés dominaient toujours les ruines, rappelant une époque où la ville croyait pouvoir unir la beauté et la puissance. Les philosophes qui ont suivi, notamment Platon et Aristote, ont souvent fait référence au modèle politique qu'ils représentaient, un modèle où l'intellect guidait la démocratie plutôt que l'émotion. L'héritage de Périclès a également dépassé la Grèce. Des générations plus tard, des hommes d'État romains ont étudié sa vie comme un exemple de leadership civique discipliné. Les historiens modernes le décrivent comme le premier véritable homme d'État du monde occidental, celui qui croyait que la grandeur ne se mesurait pas à la conquête, mais à l'endurance et au principe. À Athènes même, son image est devenue presque mythique. Les artistes ont sculpté sa ressemblance dans le marbre, les écrivains ont cité ses discours, et les enseignants ont parlé aux élèves de l'équilibre qu'il avait apporté à la ville. Le Parthénon, qu'il a commencé, est devenu un symbole de ce qu'Athènes avait été autrefois. Même après des siècles de guerre et de déclin, les voyageurs arrivant par la mer voyaient encore sa silhouette au-dessus de l'acropole et parlaient de la ville de Périclès. Alors, après tout cela, que pensez-vous de ce dirigeant grec et de ses derniers mots? Partagez vos réflexions dans les commentaires.